Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Ce soir, on aura la chance d'être accompagné de Benjamin Moget et d'Alexandre Baradez pour comprendre les liens qui existent entre tout ce qui se passe entre la macroéconomie et l'influence que ça peut avoir sur les cryptos. Il y a beaucoup de choses à dire en plus en ce moment. Alors, avant que nous commencions, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible? Parfait, on me confirme que c'est bon. Cette fenêtre, hein, avec la petite bulle et le point d'interrogation, c'est ici que vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation. Alexandre et Benjamin vous répondront, donc vraiment n'hésitez pas, hein. C'est pour ça qu'on crée ces sessions en live pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, je te laisse peut-être 2 minutes pour te présenter, Benjamin, avant qu'on passe à Alexandre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode avec IG. Comme je vous l'avais promis, on va rentrer un petit peu plus dans le dur, dans la pratique, maintenant qu'on a vu les grands aspects théoriques de cette technique de la blockchain. Là, on va voir comment on traite, comment ça fonctionne et peut-être essayer de recentrer un petit peu ces marchés par rapport à quelque chose que vous connaissez avec la macroéconomie. Alexandre vous fait des recaps très souvent et donc ça va être bien un petit peu de confronter ces deux points de vue. Pour ma part, je fais du Bitcoin market making et dans les cryptos depuis 2016. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, Alexandre, voilà, je te laisse te présenter en une ou deux phrases pour notre audience. Oui, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce live. Alors, juste, j'ai un petit souci de son de mon côté, hein. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Je vous entends un petit peu en saccadé, Maëva et Benjamin. J'espère que le son passe correctement pour vous. Donc, voilà, je me présente, je suis Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le groupe IG. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille pour IG. 11 ans, bientôt 12 ans d'ailleurs, et que je m'occupe de toute la partie analyse, donc des points macro, des points techniques également, avec des lives tous les matins, donc à 11 heures, et puis pas mal de présence sur les réseaux également pour voilà, faire des anticipations de marché tout au long de la journée. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai juste peut-être un petit souci de son. Est-ce que Maëva, tu peux me confirmer que c'est bon pour le son? C'est bon, on t'entend, moi je t'entends extrêmement bien, hein, donc pas de problème. Super, Voilà, impeccable. je vais vous Parfait. présenter l'avertissement. Vous allez voir qu'il y a un petit avertissement qui va s'afficher à l'écran. Alors, je vais pas vous le lire, hein, je vous laisse en prendre connaissance. Sachez que ce soir, Benjamin comme Alexandre vont vous partager leur point de vue sur le marché. C'est absolument pas un conseil ou une recommandation, c'est simplement leur vision des choses. Également, j'enchaîne avec un petit mot sur IG, puisque nous sommes présents depuis 50 ans à l'international, depuis 17 ans en France. Et avec IG, vous êtes avec un broker solide. Et ça, c'est extrêmement important de vous le rappeler. Alexandre, est-ce que tu peux afficher la slide suivante? Avec les volumes, vous savez, Voilà. extrêmement importants qu'on a vus sur les marchés vendredi, lundi, bah, il y a beaucoup de plateformes qui ne savent pas gérer ces volumes-là, pour lesquels il y a eu des blocages, des impossibilités de déboucler les positions. Bah, voilà, sachez que chez IG, il y a la technologie, il y a le service client qui est là pour gérer ce genre de situation et vous êtes avec un intermédiaire de qualité à vos côtés. Et ça n'a pas de prix quand on se lance dans le trading. Bien sûr, on est coté à la bourse de Londres, leader mondial du trading en ligne. On a plus de 380 000 clients à travers le monde et on s'efforce vraiment de mettre à votre disposition ce qui se fait de mieux en matière d'investissement. Eh bien, écoute, je te laisse la parole, Alexandre. Super, merci Maëva, mais ravi de vous retrouver donc pour ce live. Alors, on va donc commencer par un petit point rapide, hein. Bon, c'est vrai que parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont déjà experts du marché des cryptos. L'idée ce soir, donc, c'est de, pour ceux qui sont un peu moins novices aussi, de bien comparer les différents marchés entre eux, avant de rentrer plus spécifiquement dans l'analyse des tendances et autres sur le Bitcoin, sur Ethereum ou autre. C'est de comparer un peu les tailles de marché. Vous voyez, donc ça, c'est l'évolution de la market cap du marché des cryptos, donc la taille globale du marché des cryptos. On est, donc ça c'est en euros, vous voyez, aux alentours de 2300 milliards d'euros. C'était monté à plus de 3000 milliards avant que les marchés commencent à être beaucoup plus volatiles depuis 2-3 mois maintenant. Et donc, vous voyez, 2300 milliards d'euros, même si on prend les 3000 milliards, donc grosso modo un peu plus de 3000 milliards de dollars. Si vous comparez ça sur ce graphique, alors c'est en anglais, mais je vais vous donner les détails, à la taille des marchés mondiaux et des différents marchés. Vous savez qu'il y a les marchés actions, les marchés de taux, les marchés de matières premières, de devises notamment. Voilà, donc ce pavé ici représente la taille globale du marché
du marché des actifs mondiaux, si vous voulez. Vous voyez, ça se compte ici. Donc, hein, on est sur 1088 milliards. 1088 milliards alors, je ne dis pas de bêtises, oui, 1088 milliards de milliards d'actifs, si vous voulez. Et donc là-dedans, la part des crypto actifs, vous l'avez ici, vous voyez. Alors 1,8, c'est un peu plus gros aussi maintenant, c'est plutôt autour de 3, on le disait tout à l'heure, 3000 milliards de dollars avant que ça ne dégonfle. Donc vous voyez que la partie crypto ici, elle est encore finalement elle est même très petite comparée à l'ensemble du marché. Vous voyez par exemple que le marché des taux, donc les taux, c'est tout ce qui est obligataire, donc un souverain, corporate ou autre, c'est 687 000 milliards, hein, la taille du marché des taux. Le marché action, vous l'avez ici, 175 000 milliards de dollars. Marché crédit, donc ça c'est la dette corporate, hein, vous avez ici aux alentours de 81 000 milliards, et le marché d'échange, vous l'avez ici. Donc vous voyez que la taille du marché crypto, c'est un peu plus petit que les matières premières ici, et ça reste encore un marché finalement très petit. Et quand on dit très petit, il y a deux façons de voir les choses. On peut dire, finalement, depuis que le Bitcoin est apparu, donc hein, fin des années 2000, en espace de 15 ans, finalement, le marché n'a pas grossi tant que ça. Ça, c'est la façon un peu pessimiste de voir les choses. La façon optimiste, et qui me semble d'ailleurs plus réaliste hein, de voir les choses, c'est que ça reste un marché encore naissant, finalement, dans lequel la diversification et le type d'actifs, et ça Benjamin en parlera probablement beaucoup mieux que moi, vous avez des milliers de cryptos disponibles, mais finalement, ça reste un marché, on le verra juste après, qui est très très concentré. C'est-à-dire, on le verra sur la slide qui suit, où quelques cryptos réalisent, ou trustent plutôt 90% de la market cap totale du marché des cryptos. Donc vous voyez, il y a à la fois un marché qui est de taille petite, donc qui est voué à plutôt progresser, même largement progresser dans les années qui viennent, et au sein même de ce marché crypto, vous avez actuellement une forme presque d'hyper-concentration, où les 10 plus grosses cryptos, quand vous incluez les stablecoins là-dedans, ça représente quasiment 80-90% de la market cap totale. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu là-dessus. Alors sur ce graphique, vous voyez la dominance du Bitcoin, elle est toujours très présente. Vous voyez, le Bitcoin représente à lui seul 62% du marché, de la taille de marché, de la capitalisation totale du marché des cryptos. Et Ethereum a perdu donc ses parts de marché avec la baisse qui était bien plus importante que sur d'autres cryptos, notamment enfin que sur le Bitcoin en tout cas. Donc le Ethereum, c'est en bleu ici, c'est désormais plus que, j'ai envie de dire, plus que 7% de la taille du marché. Mais si vous additionnez, vous voyez, les 62% de Bitcoin et les 7% d'Ethereum, on arrive donc quasiment à 70% de market cap. C'est comme si vous aviez par exemple un indice action dans lequel vous auriez deux actions, par exemple, imaginons le Nasdaq, dans lequel deux actions réaliserait 70% pardon, de la taille de marché totale de cet indice. Donc on sait par exemple sur le Nasdaq, vous avez les 6-7 plus grosses valeurs, hein, les 7 magnifiques. Pour le Nasdaq 100, ça représente à peu près 60% de la market cap totale de l'indice, ce qui est déjà énorme, mais c'est quand même cette valeur. Là, vous voyez, deux valeurs, enfin deux cryptos représentent 70% de la taille totale du marché des cryptos. Donc, finalement, les milliers d'autres cryptos qui existent représentent, je vais dire seulement entre guillemets, un gros tiers, hein, un petit tiers même plutôt, de la taille totale du marché. Donc oui, finalement, si on veut s'exposer aux cryptos, je veux dire pour quelqu'un qui ne connaît rien finalement, en achetant les 10 plus grosses cryptos, incluant les stablecoins, mais ça je suis pas sûr qu'il faille y en avoir pour spéculer dessus, c'est très bien pour les transactions ou autres, mais si vous achetez ne serait-ce que les 5 ou 6 plus grosses cryptos hors stablecoin, vous êtes déjà exposé à une très très large partie du marché crypto. Donc finalement, l'exposition est plutôt simple dans ce marché. Si on veut participer au marché sans grosse connaissance, vous achetez les 10 plus grosses et c'est comme une espèce de TF en fait, hein, que vous auriez, où vous aurez donc l'exposition à quasiment toute la taille du marché. Alors, ce qui est intéressant de remarquer Alexandre, aussi, ouais, Benjamin? un petit exemple très parlant pour vous situer vraiment le marché avec quelque chose de très facile et vous pourrez ressortir en soirée mondaine. Quand le marché action américain perd 2%, c'est comme s'il perdait l'équivalent de 100% du marché crypto. C'est vous dire à quel point c'est vraiment petit. Ouais, ouais, c'est un bon exemple, effectivement. Alors, c'est vrai qu'après, et ça nous fait la passerelle avec ce qu'on a actuellement à l'écran, c'est vrai qu'on voit, et ça c'est plutôt une bonne chose, qui veut dire qu'on commence à avoir une forme de maturité sur ces actifs, enfin de maturité. Je pense que la maturité, elle est encore plus lointaine, mais qu'on commence à avoir un début de maturité pour ce marché, et c'est aussi pour ça que la SEC version Biden, donc hein, à l'époque de Gensler, avait commencé aussi à valider avec beaucoup de difficultés, on le sait, il y a eu des grosses batailles entre les émetteurs d'ETF et puis le gendarme boursier américain, mais les ETF crypto ont commencé à apparaître aux États-Unis parce que la volatilité
global sur le Bitcoin notamment, qui était le premier à être validé en tant qu'ETF. Vous voyez que dans les années 2011-2012, il y avait des pics de volatilité sur les cryptos qui étaient absolument délirants. Même encore en 2020, au moment du Covid, ça va atteindre des niveaux et 200% de volatilité. Imaginez que par exemple sur le marché des actions, quand on monte à 80% de volatilité, c'est au moment de la pandémie Covid ou de la crise des subprimes. Vous voyez, sur les cryptos, on montait parfois à 300% de volatilité. Donc, c'était absolument gigantesque. Et j'allais dire, c'est assez classique pour des actifs qui naissent, si vous voulez, qui sont au départ, il y a une dizaine d'années, naissant, donc les mouvements étaient extrêmément éruptifs et violents parce que la liquidité aussi était absolument pas la même qu'aujourd'hui. Et au fur et à mesure des années, on voit que les pics de volatilité, alors je dis pas qu'il n'y en aura plus du tout, mais les pics de volatilité, vous voyez, depuis maintenant après 4 ans post-Covid, on a des pics de volatilité beaucoup moins prononcés lors des phases de stress sur le marché crypto. Et ça, c'était une des conditions, je pense, qui a permis à la SEC de valider les actifs, parce que l'idée in fine de la SEC, c'est quand même de protéger les gens qui achètent les produits, et la SEC a un rôle un peu je dis pas de garante, mais après on peut dire oui, mais des actions qui ont perdu 80%, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais la SEC avait parfaitement conscience qu'une fois que les ETF Bitcoin allaient être validés, des flux très importants allaient se déverser dessus, parce que ces produits allaient être intégrés dans les plans d'épargne retraite des Américains, etc. Donc, il y avait une des conditions aussi pour que, vous voyez, et c'est pour que la mise sur le marché des ETF se produise, c'est qu'il fallait aussi que la volatilité soit quand même un peu moins forte dans les années qui précédaient, ou dans les mois qui précédaient l'émission d'ETF. Donc ça, c'est et ça, je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va être une des conditions qui va rester. C'est-à-dire que des moins 80 ou 90% qu'on est parfois sur le Bitcoin au tout début, ou même encore il y a encore quelques années, c'est des phases, je pense, qu'on verra de moins en moins, moins 80% sur le Bitcoin. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne verra même, probablement peut-être plus. Donc voilà, ça c'est aussi une des caractéristiques d'actifs qui deviennent beaucoup plus sur lesquels il y a ce qu'on appelle une profondeur de marché. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreux investisseurs, il y avait des caractéristiques différentes. À une époque, c'était beaucoup de particuliers en fait, qui allaient sur des plateformes souvent décentralisées ou autres, puis ensuite les plateformes centralisées, et ensuite les produits dérivés, les ETF, ce genre de choses. Et donc ça crée ce qu'on appelle la profondeur du marché, où il y a une typologie de gens présents, d'investisseurs très différentes. Vous avez les investisseurs institutionnels, par exemple, vous avez les investisseurs particuliers, vous avez les spéculateurs, vous voyez, toute une catégorie comme ça d'investisseurs dont les échelles de temps et d'investissement sont différentes. Et ça crée la liquidité, ça apporte la liquidité. Et plus un marché liquide en général, mieux c'est pour éviter des mouvements absolument gigantesques. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait des vagues de stress ou autre comme sur n'importe quel marché, mais plus le marché est profond, plus il est liquide, plus ça favorise les échanges, et plus ça permet aussi dans le temps d'éviter vraiment des secousses absolument gigantesques. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose d'avoir une bonne profondeur de marché sur les actifs crypto, notamment les plus gros. Ça, je vais passer assez vite. C'est pas pour vous montrer qu'il y a une corrélation parfaite entre le bilan de la Fed, vous voyez, qui est en bleu ici, ça c'est la taille du bilan de la Fed, et le Bitcoin, le cours du Bitcoin en orange. Alors c'était pris il y a quelques jours, ça, on n'est tombé plus bas depuis, mais c'est quand même pour montrer qu'il y a des phases, sur des périodes où la corrélation est quand même là. Vous voyez, par exemple, quand la Fed, c'était dans les années ici, vous voyez, 2017-2018, a diminué la taille de son bilan. Donc, quand une banque centrale baisse la taille de son bilan, ça exerce des contraintes sur la liquidité, des contraintes sur les marchés. Et on a vu qu'effectivement, c'est à ce moment-là il y avait une première bulle à ce moment-là où le Bitcoin était monté de mémoire à 17 000 ou 20 000 dollars à l'époque, avant de retomber à 3 000 et quelques. Ça, vous voyez, la chute du Bitcoin derrière s'est fait aussi dans un environnement où la liquidité de la Fed était moins bonne. Et puis, post-Covid, quand on a vu le bilan a explosé à la hausse, que le bilan a doublé en l'espace de quelques mois, eh bien, la liquidité, on a vu ça sur tous les marchés, les marchés actions, les marchés de matières premières aussi, les marchés crypto avec le Bitcoin ici, ça a envolé, ça crée une envolée des cours. Et après, quand la Fed a commencé, c'est arrivé ici, fin 2022, fin 2021, la Fed qui commençait à sentir avec beaucoup de retard que l'inflation était partie pour s'installer. Là, la rhétorique a commencé à changer à partir d'ici, et donc les marchés ont compris, les marchés actions comme les marchés crypto ont compris que c'était la fin de l'argent gratuit. Ça a commencé à prendre ses gains, et après, un peu plus tard, vous voyez, la Fed a commencé à diminuer la taille de son bilan et a fortement relevé les taux. Et vous voyez, il y a un effet qui s'opère sur le Bitcoin. Alors après, on peut dire, oui, mais la Fed elle a bien baissé le bilan ici, et pourtant le Bitcoin a grimpé. Et effectivement, ça c'est une réflexion tout à fait juste, qu'on peut se poser, une question tout à fait juste, c'est que c'est pas totalement corrélé au jour près ou au mois près. Là, ce qui comptait à ce moment-là, après la phase d'euphorie qu'on avait connue en 2020-2021, c'est le changement de braquet de la Fed. La Fed annonçait qu'elle allait changer sa politique monétaire, que les taux zéro c'était fini, qu'elle allait fortement relever les taux. Vous voyez, donc c'est le message et l'anticipation qui ont fait que le Bitcoin a beaucoup baissé. Et il faut qu'après la Fed est active dans ses hausses de taux, dans ses réductions de bilan, le marché
que ce soit les marchés actions ou le marché crypto, avaient donc déjà beaucoup pricé ces phénomènes de durcissement de la politique monétaire. Et puis après, il y a eu tout l'épisode des ETF qui sont arrivés, qui ont été validés, etc. Puis après, ici, la partie Trump, élection, etc. En ce moment, voilà, là on va rentrer sur la partie un peu plus marché, je ne vais pas faire trop long et après on va passer sur la partie graphique assez rapidement. On a une plutôt bonne corrélation, ce qui est très loin d'être toujours le cas, j'insiste bien. Il ne faut pas chercher en permanence des corrélations entre le Nasdaq ou les marchés actions américains et le Bitcoin. Mais par phase, on a des bonnes corrélations. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait spoté depuis la fin de l'année dernière, quand on zoomait cette partie, vous voyez, novembre, décembre, etc. On avait vraiment, vous voyez, le Nasdaq, donc en orange, et le Bitcoin, le cours est en violet. Et on voyait vraiment des mouvements, vous voyez, presque intraday qui étaient extrêmement corrélés entre les deux actifs. Et ça, c'est l'intérêt de l'analyse aussi. L'analyse, c'est pas de dire il y aura toujours des corrélations ou il n'y aura jamais de corrélation. C'est d'identifier les phases où la corrélation est effective et où du coup, elle peut être intéressante. C'est-à-dire que si on remarque, par exemple, comme c'est le cas ici, par exemple, que le Nasdaq part à la hausse, mais que le Bitcoin qui était plutôt bien corrélé lui partait à la baisse, on pouvait se dire, tiens, il y en a un des deux qui est plus trop corrélé à l'autre, alors que pourtant depuis 2-3 mois la corrélation était bonne, et il y en a peut-être un qui est un peu trop euphorique, et donc c'est là que le risque peut arriver. Vous voyez, donc le fait de pouvoir identifier comme ça les corrélations, c'est un facteur de plus, un élément de plus dans la bonne appréciation des tendances de marché. Il y avait un phénomène commun qui avait arrêté vraiment la progression vous voyez, le Bitcoin monté, Nasdaq monté, c'est ce moment-là, vous voyez, ici à l'écran, comme ça, on remarque rien de spécial. Pourtant, ici, le point haut a été marqué juste avant que la Fed, et la baisse ici est arrivée, quand la Fed, mi-décembre, a expliqué qu'elle baissait les taux pour la réunion de décembre, mais qu'ensuite, elle ferait une pause. La fameuse pause de la Fed parlant effectivement d'une inflation qui ne faisait pas de progrès vers l'objectif, etc. Donc toutes les conditions qui fait que la Fed a plus bougé ses taux. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça a coupé le rallye. Hein. Le rallye sur les actifs, et donc soit actions US ou Bitcoin, le rallye était coupé, de la consolidation pendant quelques temps, voire même ce qu'on appelle la distribution, on distribue latéralement, et après, ça vend sur les questions de taxes commerciales, etc., de volatilité. Donc vous voyez, la corrélation était plutôt bonne. Et c'était une des stratégies qu'on menait d'ailleurs depuis plusieurs mois, de dire voilà, on ne va pas être long Bitcoin à 100 000 ou 105 000. Déjà, on considérait que le Nasdaq était beaucoup trop cher. On voyait que le Bitcoin commençait à plafonner depuis décembre aussi. Et on attendait donc plutôt la correction dans cette phase-là, donc ce qui a bien payé. Donc là, la phase actuelle, on a eu déjà une belle correction sur le Nasdaq, grosse correction sur le Bitcoin. Et je vais y arriver dans quelques instants. Voilà, sur la partie graphique, donc j'ai deux, trois graphes à vous montrer, puis après je laisserai Benjamin, et puis n'hésitez pas à me poser vos questions hein, s'il y en a. Ça, c'est de la partie analyse graphique sur le Bitcoin, mais on l'a vu tout à l'heure, qui se fait aussi en parallèle d'une observation du risque sur les marchés actions, parce que on a vu que le Bitcoin, par exemple, était extrêmement sensible aux questions de taxes commerciales. Donc, on peut dire, mais pourquoi, quel rapport entre le Bitcoin et le commerce mondial, les États-Unis, les taxes douanières ou autres? C'est que le Bitcoin a toujours cette caractéristique d'être considéré comme un actif à risque, comme le sont les actions et les valeurs technologiques américaines. Actif à risque ne veut pas dire que ça ne fait que baisser. Ça veut dire qu'au contraire, il y a des phases de rallye qui peuvent être extraordinairement puissantes, mais que dans les phases de correction, les corrections peuvent être aussi extrêmement fortes. Et les actifs risqués, c'est une façon de nommer les actifs qui sont aussi sensibles aux questions de politique monétaire, par exemple, ou d'environnement mondial, de croissance, par exemple. Et là, on voit qu'effectivement, sur ce graphique du Bitcoin, c'est ici donc que la Fed, vous voyez ici, a décidé de ne plus baisser ses taux. Il y a eu une petite tentative de repartir au-dessus du sommet précédent ici, et ça a lâché ensuite, en même temps que le Nasdaq, en même temps que tous les actifs, actions US, etc. Donc il y a une grosse corrélation avec les actions. Et d'un point de vue technique, vous voyez qu'on a dans une zone où en revanche, alors par contre ce graphique, je crois que je ne l'ai pas actualisé, non, je vous ai mis un graphique qui n'est pas actualisé, je suis navré, je l'avais actualisé pourtant tout à l'heure. Alors, celui-ci n'est pas actualisé. Alors, je suis désolé, normalement, j'avais mis la slide. Alors, je vais quand même vous le montrer avec la souris, c'est pas grave. Ça, c'était fait donc il y a quelques jours. Depuis, le Bitcoin est retombé ici et est venu chercher cette zone-là. Vous voyez, 74 000 $. C'était donc, c'était même hier, je crois qu'on est venu chercher cette zone-là. Alors, pourquoi je mets tous ces niveaux en place? Parce que il y a d'abord une oblique ici qui passe par les sommets de 2021. J'ai bien entouré ce sommet parce que c'était le premier sommet qui s'était formé après celui-ci. Vous voyez, un creux, un sommet. Et en fait, le pic que vous avez juste derrière ici, c'était ce qu'on appelle un bull trap. C'est-à-dire que le marché a tenté de forcer le niveau de résistance ici. Il a échoué. Et dans un contexte monétaire qui changeait, etc., le marché s'est rapidement replié. Donc l'oblique, elle est bien traçable à partir des deux points hauts ici et ici. Et le pic que vous avez ici, c'est le bull trap. Donc on ne fait pas passer l'oblique par ce niveau-là. L'oblique passe d'abord par le point précédent. On prolonge, on prolonge, on prolonge.
Et on voit que le Bitcoin, ensuite, dans cette phase de retombée, il y a plusieurs niveaux qu'on appelle les retracements de Fibonacci, c'est des pourcentages, donc on prend tout le dernier rallye, tout le dernier bloc qui est ici de rallye, et après, c'est des ratios mathématiques qu'on peut mettre en place sur n'importe quel indice, actif, action, ce qu'on veut, et ça marche aussi pour les cryptos. Et d'ailleurs, vous avez vu que la dernière vague de baisse qu'on n'a pas à l'écran, mais parce que ça date un petit peu ce graphique, mais ici, qu'on a eu donc en ce début de semaine, on est venu chercher pile ce niveau de retracement à 61,8%. Et donc, moi, je considère que d'un point de vue de l'investisseur, je ne parle pas du trader forcément, hein, là, de l'investisseur, cette zone où il y a de la densité graphique, vous voyez, il y a une oblique qui passe par là, vous avez des retracements techniques, un ici, les deux donc ont été tapés. On voit aussi que vous avez toute la zone d'anciens sommets ici, hein, les anciens sommets de 2024, avant que le marché entame ce qu'on appelle un drapeau baissier avant de repartir par le haut. Le drapeau ici, on est resté dedans et après on casse. Mais il y a une zone quand même ici d'ancienne résistance qui devient maintenant potentiellement une zone de support. Alors, pourquoi je dis qu'il faut bien distinguer les deux échelles de temps? Parce que cette zone entre 70 et 80, pour faire un peu grosso modo, 70 ici et 80 ici avec l'oblique, toute cette zone-là, il y a une grosse densité graphique, des Fibonacci, des obliques et d'anciens sommets. Donc, c'est des niveaux qu'on considérerait aussi pour un indice action, par exemple, hein, ou une matière première ou autre, on ferait le même type d'analyse graphique. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas à 70 000 ou en dessous, mais ça veut dire que quelqu'un qui cherche un point d'entrée moyen, quand je dis moyen, c'est pas dans le sens pas terrible, c'est un point d'entrée moyen, c'est-à-dire un point d'entrée où on n'aura pas entre guillemets, la prétention de chercher le point bas, parce que c'est quasiment impossible à faire, et où on aura suffisamment corrigé depuis le point haut, là on peut considérer qu'il y a quand même une correction qui est sensible, passer de 110 000 grosso modo à 74 000, c'est une belle correction et on le rappelle, le Bitcoin, son actif, donc normalement les niveaux de correction ne seront plus dans le temps de 80-90% comme on peut le voir à une époque, ça sera de quelques dizaines de pourcents probablement, mais plus aussi excessif que ce qu'on avait pu voir par le passé. Donc vous voyez, c'est une sorte de zone médiane où ce n'est pas encore une fois la certitude que le point bas est là, moi je n'ai pas cette conviction que le point bas a forcément été fait, mais je trouve que pour un investisseur qui est prêt à rentrer et à rester sur des positions pendant 12 mois, 18 mois, même plus, 2 ans ou 3 ans, le fameux hodler hein, qui va tenir ses positions à moyen terme et qui est là en mode investissement, dans ce cas-là, effectivement, je pense que ce niveau, cette zone 70-80 est une zone plutôt cohérente pour un investisseur. Voilà, quelqu'un qui attendait des trous d'air pour rentrer ou qui est jamais rentré sur le Bitcoin, ces zones-là sont intéressantes. Pour le trader plus actif, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on n'est pas certain, que ce soit sur le Nasdaq, le S&P, ou qu'en termes de risque par rapport à l'escalade commerciale entre les États-Unis et le reste du monde, on n'est pas certain que ce pic ait été atteint pour l'instant. Vous avez vu d'ailleurs que ce soir, là où on se parle, la Maison-Blanche confirme que les 104% de taxes supplémentaires sur la Chine vont bien entrer en vigueur demain. Donc oui, on est toujours dans l'escalade commerciale et donc le risque, il est que si le marché action US perd encore 10 ou 15%, le Bitcoin peut aller chercher sous les 70 000 assez facilement. Donc je dirais que d'un point de vue de trading, vouloir attraper les niveaux actuels à 74, 75 000 cours actuel, je pense que c'est un peu risqué en mode trading parce qu'il peut y avoir un trou d'air. Mais en mode investissement, c'est un peu plus cohérent. Et alors, on peut poser la question autrement, à quel moment on peut commencer à rentrer en achat sur un investissement un peu plus court terme, où on se dit, bon là, le marché est bien reparti, je peux rentrer avec une bonne espérance de gain, même à court terme, moi, dans ce cas-là, j'attendrai d'avoir des signaux corrélés. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, un gros rebond sur le Nasdaq, un rebond pas de 10%, par exemple, sur le Nasdaq, où on aurait des signaux similaires sur le Bitcoin. Vous voyez, où on aurait également un gros rebond sur le Bitcoin et globalement sur tous les actifs crypto. Et dans ce cas-là, si ce rebond Nasdaq, S&P, crypto est en plus généré par une information, une nouvelle de détente, de négociation qui s'ouvre entre les États-Unis et la Chine ou ce genre de choses, là, vous avez non seulement l'info de base qui est une info audible et qu'on comprend très bien, qui détend l'atmosphère, c'est un game changer. Et en plus, vous avez des actifs qui repartiraient tous en même temps, que ce soit les actions ou les cryptos. Et dans ce cas-là, alors il faut 10%, je donne un exemple pour le Nasdaq, mais pour le Bitcoin, par exemple, moi, ce serait un retour, vous voyez, par ici. Au-delà de 96 000, là, actuellement, on est ici. Si on allait creuser un peu plus entre temps, j'attendrais qu'il y ait vraiment une phase de rebond marqué, en fait, où on accepterait de rater le début du rallye parce que on chercherait ensuite à rentrer pour retrouver le sommet et aller plus haut. C'est-à-dire qu'on ferait l'impasse sur la première partie du rallye parce que ce serait en quelque sorte la garantie, enfin
le prix à payer, j'ai envie de dire, en termes de patience, pour s'assurer que le rallye est bien en train de partir, s'assurer que tous les autres marchés sont également bien alignés en termes d'appétit pour le risque, donc de reprise de risque sur les marchés de la part des investisseurs. Et dans ce cas-là, oui, voilà, au-delà de 96 000 avec un gros rebond du Nasdaq et autres, je pense que ce serait cohérent d'aller chercher à rentrer long sur le Bitcoin, même sur des stratégies de quelques jours, de quelques semaines. Et pour Ethereum, pour aller dans ce sens-là, oui, alors Ethereum, ça a beaucoup, beaucoup plus baissé que Bitcoin. C'est pour ça que Alors, on la a part. quelques Oui, questions, Alexandre, oui. notamment par rapport au quantitative easing. Un retour du quantitative easing aux US est-il envisageable à court terme? Également, tu parlais de la Chine, donc là, on a une autre réaction. Avoir la réaction de l'empire du milieu, on risque d'en payer les pots cassés, voilà, pour avoir un petit Oui. peu de contexte. Et dernier Mm. point, est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin est un indicateur économique avancé? Alors, non, je dirais pas que c'est je vais prendre ta question pour commencer. Je ne pense pas que c'est un indicateur économique avancé. Il y a des phases où il répond à des thématiques purement sectorielles. Par exemple, les ETF, quand vous voyez, on peut revenir sur le graphique d'avant, sur la partie validation des ETF par la SEC, donc ça s'est passé à ce moment-là, et c'est ça qui va amener le Bitcoin au-delà de 70 000. Il n'y a pas de nouveau record. Vous voyez, cette phase de rallye ici, c'était faite de manière bien plus spectaculaire sur le Bitcoin que sur n'importe quel autre actif. Donc là, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de sujet lié à un actif qui devancerait les autres en termes de, oui, de sentiment, un indicateur avancé en quelque sorte. Là, c'était une actualité purement sectorielle. C'est la SEC qui a décidé de valider l'émission des premiers ETF Bitcoin. Là, c'était plutôt une question de flux. Hein. Ça allait donc driver des flux absolument énormes sur les ETF, et les émetteurs d'ETF, comme sur d'autres produits, doivent détenir des Bitcoins pour assurer le collatéral, la liquidité de leur ETF en cas de besoin. Donc vous voyez, non, je ne le considère pas comme indicateur avancé. Au contraire, je le rapprocherai un peu de l'or, même si je ne suis pas du tout en train de comparer les deux, mais je dirais que c'est un produit qui est multifacette. Dans certaines phases, par exemple, on se souvient que lors des événements au Proche-Orient, c'était de mort aux alentours du 7 octobre, hein, de quelle année? Donc c'est l'année, donc pas l'année dernière, mais celle d'avant. Le Bitcoin c'était ici, hein, c'était dans cette phase-là que les événements au Proche-Orient avaient commencé. Tout de suite, le Bitcoin était monté. Et là, il avait joué un rôle de valeur refuge, en fait, de valeur face à un risque géopolitique qui commençait à apparaître. Eh bien, en dehors de l'Ukraine, je parle, hein, mais de ce risque nouveau au Proche-Orient, eh bien, le Bitcoin était parti très, très rapidement à la hausse. Et ensuite, il y avait l'actualité liée aux ETF qui avait pris le relais, mais il y avait aussi eu une phase de hausse qui était purement drivée par un risque géopolitique qui commençait à apparaître dans cette zone. Donc, vous voyez, ça réagit au flux financier classique, donc ça comme n'importe quel actif lié à une actu sectorielle, ETF à l'époque. C'est un actif qui réagit par phase, pas tout le temps, mais à la géopolitique. C'est un actif qui réagit aussi, on l'a vu à l'élection américaine, parce que là c'était un thème sectoriel qui était porté par le président américain durant la campagne et post-élection ensuite. Et ensuite, ça réagit dans cette phase de baisse ici comme un actif à risque classique, comme une action ou même une matière première à un moment donné. Vous voyez ça, c'est vraiment un actif multifacette. Et le job de l'analyste, et là c'est mon job du coup, mais aussi des traders dont vous faites partie, c'est de sentir à quel moment un thème prend le dessus. Est-ce que c'est un thème positif ou négatif? Voilà. Et c'est ça le rôle de l'analyse, c'est de dire, voilà, tiens, là, il y a un thème, on voit que le marché commence à réagir à telle ou telle news. Tiens, ça, c'est un thème qui peut effectivement nous accompagner pendant plusieurs mois, donc je vais le jouer. À la hausse ou à la baisse. On sait que le Bitcoin, on peut le shorter aussi, ou on peut l'acheter comme n'importe quel actif. Donc, de décider si on le short ou pas. Donc là, pour moi, pour terminer là-dessus, rapidement, comme ça a beaucoup baissé, c'est vrai que vouloir proposer, on a proposé des shorts, hein, il y a déjà pas mal de temps de cela, pour jouer justement cette phase de retracement en même temps que les actions. Là, les actions américaines ont déjà beaucoup baissé, ça peut encore aller un peu plus bas, mais comme la baisse a été assez significative, on va être beaucoup moins à courir après un short, par exemple. Là, c'est une zone un peu plus neutre désormais en termes de niveau de graphique. Donc, on va plutôt attendre de voir si à un moment donné une opportunité haussière se dessine, mais elle ne sera pas à prendre tout de suite. Voilà ce que je disais tout à l'heure, il faut attendre qu'il y ait de l'élan et qu'il y ait des corrélations aussi avec d'autres types de marchés. Voilà. Après, l'autre question, c'était, si tu peux me redire, Maëva, juste la première question, j'ai Oui, oublié. bien sûr, c'était le quantitative Ah oui, easing. Un oui. retour du quantitative easing aux US est-il envisageable à court terme? Alors, court terme, je ne pense pas. Alors, je pense pas. Alors, ne jamais dire jamais. La Fed, elle n'interviendra à court terme que s'il y a vraiment une panique financière. C'est-à-dire que si, par exemple, effectivement, les marchés actions dévissent complètement et qu'on commence à voir apparaître du stress interbancaire, c'est-à-dire qu'en gros, que les taux d'intérêt, les taux auxquels se prêtent les banques entre elles de l'argent, commencent à monter rapidement. Ça, c'est vraiment une preuve que la liquidité commence à s'assécher et que la méfiance commence à apparaître entre les acteurs financiers. Dans ce cas-là, oui, elle interviendra. Elle arrêtera de baisser son bilan. Elle réinjectera massivement la liquidité pour couper le feu. Mais attention que d'un point de vue marché,
l'interprétation de ça pourrait être perçue dans un premier temps comme une interprétation négative. Si vous vous souvenez, pendant la crise des subprimes, par exemple, quand la Fed a commencé à intervenir au départ, le marché se disait merde, c'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer parce que les banques, certaines se cassaient la figure, et en plus la Fed intervenait entre les réunions pour annoncer des baisses de taux, etc. Et du coup, c'était un signe que la situation était vraiment grave. Donc là, dans la phase actuelle où Trump fait monter la sauce vraiment de manière forte avec la Chine notamment, si la Fed venait à intervenir dès maintenant dans ce contexte, ce serait perçu par les investisseurs comme un signe de panique en fait, un signe de stress. Et dans ce cas-là, je pense que le Bitcoin irait voir nettement plus bas, comme le marché action, avant de se stabiliser. Donc, je dirais que oui, le quantitative easing va revenir à un moment donné, mais actuellement, on n'est pas dans cette phase-là où, je dirais, de manière normale, la Fed doit intervenir. De manière normale, la Fed, et c'est ce que nous dit Powell, elle va attendre d'en voir plus sur l'impact des nouvelles taxes commerciales. Déjà, est-ce que Trump mettra bien toutes ces mesures exécution? Ça peut être des taxes qui montent pendant un mois ou deux, puis ensuite on négocie des deals et on revient sur des niveaux plus normaux. Vous voyez, donc la Fed, normalement, je dis bien, hors panique de marché, elle est censée attendre ces quelques mois de voir la politique commerciale déterminée de manière fixe, enfin, espérons-le, par l'administration américaine, de voir les premiers effets sur l'inflation, sur les consommateurs ou autres. Et à ce moment-là, oui, elle reprendra, alors je ne dirais pas le QE tout de suite, elle reprendra d'abord les baisses de taux, ça sera la priorité, c'est d'abord les baisses de taux. Et si ensuite les baisses de taux produisent des effets mineurs sur l'économie parce qu'on est un peu dans un contexte de récession à ce moment-là aux États-Unis ou autre, à ce moment-là, effectivement, et si les marchés sont plus bas, à ce moment-là, elle relancera un petit peu l'injection de liquidité, un petit peu de, alors je dis pas de quantitative easing, mais voilà, elle arrêtera en tout cas de baisser son bilan et elle redéploiera un tout petit peu son bilan. Et dans ce cas-là, je pense que là, les marchés actions aimeront. Voilà, dans cette synchronisation-là, les marchés actions aimeront. Mais ils aimeront qu'à partir du moment où elle aura rebaissé les taux de façon normale, dans un cycle normal de baisse de taux, et ensuite, si elle arrête de baisser le bilan, là, ça deviendra positif. Mais ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est qu'elle décide de bouger maintenant, où là, je pense que ce serait perçu comme un signal de panique. Alors, s'il n'y a pas Parfait, de merci questions, beaucoup. oui, merci pour les questions. Alors, si vous voulez le voyez l'Ethereum, enfin Ethereum par exemple, il y a une zone voilà, moi qui m'intéresserait d'un point de vue graphique. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'hémorragie va s'arrêter. C'est-à-dire que en 4000, on passe en dessous de 2000. C'est absolument colossal comme phase de baisse. Et là, encore une fois, c'est un actif qui, lui, avait déjà aussi beaucoup baissé auparavant, 2022 ou autre. Il avait connu des vagues comme ça déjà très violentes. Donc, shorter Ethereum ou autre, ceux qui voulaient le faire, c'est déjà trop tard, je pense, pour le faire. On ne peut pas dire que ça va aller beaucoup plus bas tout de suite, mais je serais plutôt dans une posture d'attente de signaux de stabilisation et de reprise. Et ce qui je trouve intéressant comme signal technique, validé aussi par des signaux macro, c'est-à-dire de stabilisation, guerre commerciale ou autre. Mais si vous avez un flux macro qui devient plus positif sur le front commercial, sur le front, pourquoi pas, de la géopolitique avec l'Ukraine ou ce genre de choses, et que vous avez donc les actions qui rebondissent et Ethereum qui repasse, j'attendais qu'il repasse au-dessus de ces deux zones-là, vous voyez, oblique ici, on voit que le marché a pas mal travaillé la zone ici en support, qu'il a retravaillé la zone ici en support, ici ça, vous voyez, première attaque, ça rebondit, deuxième attaque, ça passe et ça passe au travers. Donc j'attendais qu'on revienne au-dessus de cette zone, dans une zone qui serait, vous voyez, actuellement à 2600, 2650. Alors je sais que c'est un sacré bout de chemin pour y arriver, mais il me semble que c'est la condition nécessaire. On peut acheter plus bas si on est un investisseur, qu'on est patient, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, c'est pas du trading, c'est de l'achat pour de la détention longue, etc. Mais si on est dans le mouvement des choses, essayer d'attraper un couteau qui tombe, c'est toujours très dangereux, peu importe les marchés. Je parle pour les traders. Et alors que si vous attendez de franchir une première zone, puis une deuxième, vous avez vous voyez, le sentiment que le bottom est fait, d'autant plus si le flux macro, le flux d'actualité géopolitique ou commerciale s'améliore. Et dans ce cas-là, vous avez deux arguments. Argument technique, vous repassez au-dessus de zones qui ont été franchies à la baisse, donc ça redevient des supports ensuite. Et en plus, avec un flux macro plus positif, là, vous cochez les deux bonnes cases. Et dans ce cas-là, vous pouvez rentrer, je vais dire, plus sereinement. Il y a toujours du risque sur les marchés, mais on peut rentrer plus sereinement à ce moment-là, quand même sur le marché. Et je vais terminer, je marquerai là-dessus Maëva et je passerai la parole à Benjamin. On a chez IG, donc c'est un produit qui est fait maison, qui s'appelle le Crypto 10. C'est comme une sorte d'ETF en fait, même si on n'appelle pas ça un ETF, c'est un indice que IG a créé et qui réplique la variation des 10 plus grosses cryptos. Et donc, voilà, ceux qui veulent être exposés, on disait tout à l'heure, au marché crypto, mais qui veulent aussi trader ce marché crypto, pas seulement être exposé en position longue only, mais qui veulent le trader, vous pouvez le faire chez nous en position longue ou en position short sur ce produit-là, le Crypto 10 Index, un produit donc pur IG. Et alors, je vous ai mis un canal qui n'est pas un canal parfait non plus, vous voyez, on n'est pas là sur un point précis ou autre, mais il y a quand même
moi, tu vois, je vois une tendance, si vous voulez, une tendance qui était donc haussière depuis 2 ans, ça lâche là depuis quelques mois, on a expliqué pourquoi. Moi, j'attendais comme signal les prémices d'une stabilisation de ce marché. Alors, j'ai mis en violet la zone qui, selon moi, devrait quand même amortir le choc. Je ne pense pas qu'on passe sous ce gros pavé violet. Je pense quand même qu'on peut se stabiliser peut-être un peu avant. Mais donc voilà, pour moi, là, cette zone-là devrait normalement agir comme support, mais c'est pas suffisant pour acheter maintenant. Ce qui serait bon, c'est de ne pas passer là-dedans déjà, ou de venir flirter avec la zone, de repartir et de réintégrer ensuite le canal. Et vous voyez, pendant quelques jours ou quelques semaines, rester à l'intérieur du canal. Et avec évidemment donc un Bitcoin qui aurait rebondi, Ethereum qui aurait rebondi. Et vous voyez, le fait de revenir, alors là on est un peu près du bas du canal, je préférerais qu'on revienne un peu plus dans le canal, par exemple sur les 20 000 ici, voilà. Et cette zone-là me paraîtrait correcte, comme zone pour revenir long, même sur les stratégies plutôt court terme, sur l'ensemble du marché crypto, le crypto 10, hein, les 10 plus grosses cryptos. Et dans ce cas-là, vous auriez après comme cible, horizon plusieurs mois, hein, le retour, haut de canal ici, haut de zone. Donc vous voyez, il n'y a pas d'empressement à avoir. Peut-être qu'on est sur des bear traps, là. Peut-être qu'on sort temporairement du canal pour être tapé peut-être un peu cette zone, en attendant de revenir dedans. Donc pas se précipiter si on rentre dedans pour ensuite acheter, mais attendre voilà, qu'on réintègre bien, qu'on fasse un peu de chemin à l'intérieur sur par exemple plusieurs semaines, plusieurs clôtures hebdo. Là c'est du weekly hein, ce graphique, hein, c'est un graphique en hebdomadaire. Donc voilà, plusieurs semaines là-dedans, plutôt au contact des 20 000 qui était auparavant une zone technique ici qui a été bien travaillée aussi. Et voilà, à partir du moment où on revient ici, je pense que c'est un bon signe pour l'ensemble du marché crypto et on peut commencer à se remettre long, même sur les stratégies plus court terme sur les crypto actifs. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Et donc, voilà, je mets juste cette slide, mais Benjamin va prendre le relais derrière. Je te passe la main, Benjamin. Voilà, pour que tu puisses afficher à l'écran. Et d'ailleurs, on a un commentaire sur lequel tu pourras sûrement rebondir, étant donné que je sais que tu as pas mal de Bitcoin en portefeuille. Donc, un commentaire avec je suis persuadée que le niveau du Bitcoin va rester euh, au niveau des 75 000 euros durablement. Voilà, donc niveau des 75 000. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu as identifié? Alors, ton micro est coupé. Pardon. Je disais, du coup, difficile de se poser un petit peu en timing. Je vous ai tracé un peu les grands niveaux que j'identifie sur Bitcoin et pour des raisons macro. Euh, Ça reste quand même ici des très bons prix. Et peut-être pour faire le comparatif avec Ether, il faut savoir que cette semaine, c'est la semaine de la blockchain à Paris. Et globalement, le monde entier vient à Paris pour parler crypto. Concrètement, qu'est-ce que je vois d'un point de vue sentiment? Sur Bitcoin, ça reste quand même très confiant et c'est les seules personnes qui ont un petit peu la banane dans l'événement. Sinon, tout le monde est très peiné, très triste et notamment sur Ether, on a vraiment une capitulation. Euh, Plus personne ne veut parler d'Ether. Là où contrairement, je vous ai mis aussi ici Solana, il y a des choses qui se passent, il y a des nouvelles incentives, il y a des petits protocoles que je trouve intéressants. Alors, pas des choses révolutionnaires, mais en tout cas, d'un point de vue activité et positivisme, c'est vraiment sur Solana où on a un peu plus de potentiel à la hausse. Ça ne veut pas dire que Ether ne va jamais remonter, mais je vous invite aussi à regarder les précédentes vidéos. Je vous avais appris à traquer les différents volumes qui sont échangés. Sur Ether, il y a quasiment plus de volume. Euh, les frais de transaction sont quasiment nuls. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on faisait un placement, parce que c'est ça que je fais le plus, sur la finance décentralisée pour avoir un taux d'intérêt sur ces USDC ou ces USDT qui font rien, on pouvait payer jusqu'à 100 dollars de frais. Aujourd'hui, si je paye plus d'1 dollar de frais, c'est vraiment rare. Et donc, le fait qu'il y ait moins de frais, bah, du coup, les validateurs d'Ethereum sont beaucoup moins rémunérés et vont avoir tendance à vendre leurs 32 Ethers, parce que je vous rappelle que pour être validateur sur Ethereum, il faut minimum 32 Ethers, parce que le rendement, il est quasiment nul. Je pense que même il est négatif parce qu'il faut payer des serveurs pour pouvoir le faire en automatique. Et vous pouvez pas le faire avec un ordinateur à la maison, c'est pas possible. Donc je pense qu'on est sur un rendement négatif. Et du coup, d'un point de vue investisseur, là où sur toute cette phase-là, on avait des rendements qui étaient de 3 dans les moments les plus faibles,
à 8%, voire même certaines journées de 2021, on avait des rendements de 10% en une journée, notamment quand il y avait des grosses collections de NFT qui sortaient des projets. Il y a certaines journées de 2021 où pour faire un échange, ça va vous paraître dingue, il fallait payer entre 2 et 4 000 $ de frais de transaction. Du coup, c'était extrêmement rentable. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Il y a rien pour vous dire un petit peu sur cette grosse baisse qu'on a eue hier. Les frais de transaction au plus haut, je crois que c'est monté à 30 $ de souvenir. Donc, on est vraiment très très loin de ce qu'on aurait pu avoir là où si on reprend par exemple voilà ce genre de bougie. Alors, incapable de vous dire, je m'en souviendrai pas, mais les grosses bougies comme ça, on devait être sur de la transaction à minimum 100 $, voire beaucoup plus, 300, 400, 500. Donc, moins d'argent, moins de promotion, et on va aller chercher d'autres protocoles qui payent un peu plus. Et c'est là qui est fou, c'est que sur Solana, les frais sont beaucoup, beaucoup moins chers, mais il y a tellement plus de transactions qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'aller valider du coup des blocs sur Solana. Peut-être on va faire une petite pause parce que ça a été très dense jusque-là, avec un petit sondage que je vous ai préparé, histoire de voir comment vous qualifiez et qu'on soit dans cet échange un petit peu. Comment vous qualifiez Bitcoin? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une valeur technologique? Est-ce que c'est une valeur refuge? Est-ce que c'est une valeur industrielle? On en avait parlé, c'est la thèse un petit peu que je défends maintenant, que Bitcoin avec le mining est surtout une valeur électrique, ou bien une valeur bancaire. Et si tu veux, Alexandre, je te laisse te prononcer sur ce sujet, et après que vous ayez voté, je vous donnerai un petit peu mon avis. Voilà, alors on a déjà quelques votes avec effectivement une valeur technologique principalement. Alexandre reviendra avec nous quelques instants. Il avait un appel Oui. d'un journaliste. Donc voilà, pour le moment, on a des votes vraiment très importants pour une valeur technologique. Donc ça semble appuyer plutôt ta pensée. N'hésitez pas à participer, hein. Vous avez la question qui s'affiche directement à l'écran. Il vous suffit de cliquer pour valider votre vote. On avait une question également, j'en profite pendant que les participants votent, Benjamin, sur le Ripple. Voilà, qu'en est-il du Ripple? C'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler. Est-ce que tu pourrais éventuellement donner un petit peu ton point de vue sur la valeur? Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué, Ripple, c'est pas facile à analyser parce que c'est une crypto qui est très opaque. Elle est centralisée et au final, son comportement ressemble plus à celle d'une action que d'une crypto comme Ethereum ou Bitcoin. On a très très peu d'informations. Ripple va être vraiment connecté au secteur bancaire. Donc là où j'ai pu remarquer, vous pouvez retrouver ça en 2021 quand FTX s'était crashé, notamment à cause de certaines banques. FTX était très exposé à certaines banques aux États-Unis et avait créé un début de panique bancaire puisque les avoirs des clients qui étaient en monnaie fiat, donc euros ou dollars, étaient dans des banques américaines et ces banques américaines se sont retrouvées elles aussi en faillite et n'étaient plus capables d'honorer. Donc on a eu une cascade de faillites autour de tous les acteurs de FTX et on a vu à ce moment-là, alors que tout le marché s'effondrait, que Bitcoin explosait à la hausse. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, quand je vois la réponse valeur refuge, moi, je dirais que je mixerais les deux dernières réponses. C'est une valeur refuge contre le système bancaire, puisque Alexandre vous l'a montré tout à l'heure, quand le Nasdaq baisse, le Bitcoin, il a quand même tendance à suivre. Et quand le Dow Jones SP500, pareil, ça va être à peu près la même chose. Là, quand on va avoir peut-être une crise un petit peu plus systémique, on peut avoir vraiment Bitcoin qui s'envole fortement parce qu'on va avoir de l'irrationalité et ça peut être bien, bien différent sur sa valorisation. Alors, encore une fois, c'est très dur de vous donner des prix, mais ce serait pas déconnant qu'on puisse aller chercher des 120 000, 125 000.
si on arrive dans ce cas-là. Et on va peut-être passer à mon prochain point Oui, sur le j'affiche les calendrier. résultats du sondage. Comme ça, vous pouvez voir les résultats, hein, avec 64% de personnes qui estiment que c'est une valeur technologique. Voilà. Ok. Ça y est, on voit de nouveau Bah, ton écran. du coup, calendrier économique, on va essayer de l'analyser avec un peu une loupe crypto pour essayer de comprendre quelles sont les différentes news qui peuvent l'impacter. Alors, pour rappel, hein, vous allez sur votre plateforme IG, sur la gauche, tout en bas quasiment, vous avez le calendrier économique avec les événements macro, les résultats des entreprises, les dividendes et ainsi de suite. C'est très bien fait. Pour que vous ayez les mêmes screens que moi, ici je coche tout. Ça ne veut pas dire que je regarde tout, mais j'ai envie de tout savoir. Et là, ça va être les zones qui auront le plus d'impact sur Bitcoin. À la limite, Europe hors zone euro, on peut se l'enlever puisque ça va pas trop nous intéresser. On peut se rajouter Royaume-Uni, mais Suisse, ça va pas être un gros driver. Voilà un petit peu. Alors, si on prend aujourd'hui, on va essayer de se faire un peu toute cette semaine, voir un peu comment on peut regarder tout ça. Donc ça, globalement, ça nous intéresse pas trop. Pas vraiment d'impact. On s'en fiche un petit peu. Ça, c'est intéressant de voir à quel taux il y a des adjudications euh, de bons du Trésor. Donc 5,35, hein, ça reste quand même très élevé. Aujourd'hui, il faut savoir que pendant le Covid donc juste avant, on avait les taux qui avaient beaucoup baissé, on était en négatif. Et il y a de nombreux traders qui ont du coup signé des deals avec leurs clients de faire plus de 5%. Et du coup, on peut aller les chercher très facilement sur des taux. On voit, on peut placer sur du 30 ans du quai, c'est pas très risqué, et on remplit son objectif. Et les traders, j'ai pas envie de dire qu'ils sont feignants, mais ils vont pas risquer de perdre leur bonus à aller faire du trading qui va être incertain, quand là, en un clic, on a du 5,35. Ces contrats, souvent signés pour 5 ans, vont arriver à échéance en 2025 et de toute façon, avec la Fed qui risque de baisser les taux, on n'aura plus en fait ces performances un petit peu magiques qui permettent à certains traders d'être très peu exposés au final au marché. Et c'est là, je pense, si on a à nouveau un afflux de liquidité avec une baisse des taux de la Fed, plus on va aller devoir chercher un rendement sur quelque chose de plus risqué, là, on pourra avoir une emballée sur Bitcoin. Alors, ça va pas être instantané, hein. À chaque fois, on va avoir des décalages. Faut pas se dire, ça arrive, du coup, j'achète. Non, non, je vous recommande, hein, encore une fois, d'acheter régulièrement. Et peut-être on va à nouveau faire une petite question parce que je vous avais parlé de ce fameux DCA où il faut acheter tous les jours du Bitcoin, ce qui est l'une des méthodes les plus efficaces. Alors, vous allez me dire, mais c'est trop simple. Ben, c'est peut-être simple, mais ça fonctionne extrêmement bien de faire ça. Et du coup, à votre avis, si je rate les 10 pires séances sur Bitcoin, imaginons qu'on va faire très simple, vous achetez du Bitcoin tous les jours à la clôture des marchés US en fin de journée. Est-ce que vous allez surperformer ou bien sous-performer le marché? Donc, Donc la très question simplement, s'affiche à l'écran. Vous pouvez voilà, cliquer sur votre choix. Je vous rappelle que Benjamin vous a mis 4 choix. Quel serait l'impact de ne pas être exposé aux 10 jours les plus baissiers aux 10 journées les plus baissières sur Bitcoin? Conséquence, je surperforme de 25%, je surperforme de 50%. Au contraire, je sous-performe de 25% ou je sous-performe de 50%. Voilà, vous pouvez voter directement à l'écran. alors, quand je vous ai mis les chiffres, c'est par rapport au Bitcoin. Imaginons, Bitcoin fait 10%, si j'ai surperformé de 50%, ça veut dire que j'ai fait plus 15. Hein. Alors, pour vous donner les chiffres exacts, ça marche bien avec 11 journées pour faire le calcul, et les pourcentages sont un petit peu plus élevés que ça, mais c'était pour vous faire un compte juste, mais on est quand même très proche. Pour l'instant, 69% de votants, je vais vous donner la réponse. En tout cas, vous êtes bien aguerris, ça fait plaisir chez IG.
je surperforme du coup de 50%. C'est-à-dire que se priver des journées baissières sur Bitcoin, c'est perdre 50% de la plus-value qu'on peut faire en achetant régulièrement. Donc vraiment, voyez, en tout cas pour Bitcoin, sur les autres cryptos, c'est pas le cas du tout, cette volatilité comme un atout. Et j'en reviens un petit peu à ce que j'avais dit dans notre conférence avec Alexandre au salon du trading, justement sur Bitcoin. C'est pas le prix Nobel d'économie de découvrir, de dire que Bitcoin est volatile. Et ça, on est tous d'accord. Je connais personne qui dit que Bitcoin n'est pas volatile. Et pourtant, quand j'échange avec vous, on a échangé un petit peu lors du salon du trading, très souvent, vous n'avez plus de cash et vous avez déjà tout investi. Et ça, c'est vraiment une erreur. On va revenir très rapidement sur les graphiques avec Bitcoin. Je vous avais dit la dernière fois, moi, je prépare du cash jusqu'à 40 000 $. C'est-à-dire que là, je ne suis pas totalement investi. Alors, j'en ai acheté au plus haut. J'en achèterai forcément au plus bas parce que j'en achète tous les jours. Mais je prévois du cash jusqu'à 40%. Et pour vous donner un ordre d'idée sur la stratégie que j'utilise donc avec ce fameux Bitcoin Market Making, en gros, c'est comme du DCA, c'est comme acheter tous les jours dans l'idée, mais je travaille un petit peu mes prix parce que je suis trader et que j'ai envie d'être actif en achetant et en revendant sur des petits écarts que j'ai identifiés. J'ai réussi à faire plus 26%. J'ai relancé du coup le fonds le 9 mars 2025 au 2024, pardon. Au 9 mars 2025, j'avais fait plus 26% quand Bitcoin avait fait plus 18 sur cette même période. Donc déjà, il ne faut pas s'imaginer qu'en tradant les cryptos, en tout cas celles qui sont disponibles sur IG et qui du coup sont les plus stables, on ne va pas exploser les scores à faire des fois 100, des fois 10 000. Ça, il faut vraiment sortir de votre tête parce que ça ne va pas marcher et vous allez vous faire avoir. Il faut savoir que hors du top 100 du coup des grosses valeurs sur les cryptos, il y a moins de 0,27% des wallets qui sont gagnants. Ça veut dire que 0,27% des wallets vont capter 100% des flux qui sont faits. Et donc en gros, tout le monde se fait exposer parce que c'est extrêmement difficile. Et être un peu le chasseur de pépites sur les cryptos, à mon sens, ça revient plus du loto que de l'analyse ou du trading. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, mais en tout cas, ces capacités dans l'univers du trading sont extrêmement limitées puisqu'il y a très très peu de gens qui remportent toute la mise. Donc sur ça, vraiment prudence et on va pouvoir en revenir à notre calendrier économique. On en était avec les taux UK, voilà. Donc ça va être à peu près la même chose. On descend. Là, pas très intéressant. On va avoir du coup le discours de la Fed qui sera confirmé demain et on attend vraiment est-ce qu'on va avoir une baisse de taux ou pas. Pourquoi la baisse de taux n'est pas si évidente aux États-Unis? Il faut savoir qu'aux États-Unis, alors ça va vous paraître fou, mais partons du principe que les statistiques sont vraies et qu'elles ne sont pas trichées. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de voir, mais ça vous paraît dingue, les salaires augmentent moins aux États-Unis qu'en Union européenne et on vient y inclure le UK. Et l'inflation est plus forte. Et il faut savoir que comme aux États-Unis, on est dans une économie qui fonctionne à crédit. Cette différence inflation-salaire, donc inflation est à peu près à 3,1% aux États-Unis, quand l'augmentation des salaires n'est qu'à seulement 4%. Et on a vu qu'il y avait une tendance un petit peu plus à la baisse, c'est un chiffre qui est un peu volatile. On pourrait très rapidement aller avec tout ce que Trump a fait, on voit qu'il peut y avoir une petite hausse sur les demandes d'allocation chômage, on a vu la semaine dernière. Donc attention, on va peut-être glisser sur du 3-5%. Et donc du coup, c'est très tight le range qu'on a. Et si la Fed baisse les taux, logiquement, on va avoir cette inflation qui va repartir à la hausse sans potentiel sur les salaires. Là où en Europe, l'inflation, elle est plus proche, suivant les zones, entre 1,8 et on va dire
2,2%, et les salaires ont augmenté entre 4% et 4,5%. Alors j'en suis sûr, hein, on l'entend dans les médias très certainement que la plupart des salaires n'ont pas été augmentés, et ça a été plus le cas sur les très gros salaires, mais c'est les statistiques qu'on a. J'ai pas envie de vous peiner par rapport à ça, mais du coup, c'est beaucoup plus simple de baisser les taux en Europe que de les baisser aux États-Unis. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir une baisse de taux demain. Hein. Vous allez voir, c'est le grand chiffre qu'on va avoir. Ça, globalement, on s'en fiche. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a un petit truc sur le pétrole. En général, un pétrole fort a tendance à être corrélé avec un petit peu une montée des cryptos, puisqu'il y a plein de pays qui vont utiliser leur pétrole pour aller faire du minage de Bitcoin. Et donc, du coup, statistiquement, quand le hash rate augmente, c'est-à-dire le nombre de mineurs qui calculent du Bitcoin, on a une corrélation à long terme de 33%. Imaginons le hash rate sur Bitcoin, et ça, vous le trouvez très facilement sur Google. Vous tapez total hash rate, vous allez le trouver. Augmente du coup de 100%, et c'est possible, vous allez voir que c'est une courbe quand même qui monte sur long terme, même si elle baisse un petit peu récemment. Bitcoin prend en moyenne 33%. Voilà, c'est sur du très long terme, ne tradez pas ça à court terme. Voilà pour le petit impact avec le pétrole, si le pétrole augmente. Voilà ce qu'on aura. Et du coup, demain, ça va être un très très gros driver. Là, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si Alexandre est revenu pour nous parler un petit peu du benchmark des analystes sur la potentielle baisse des taux. Peut-être encore à nouveau un dernier sondage sur ce que vous attendez. Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, j'entends Oui, bien, oui, on Benjamin. Ouais, t'entend moi très pour moi. bien. Ah ok, Tout à fait. Impeccable. parce qu'en gros, j'ai juste perdu le visuel sur le GoTo, mais on m'entendait bien. Un sondage, peut-être avec ton avis sur Alexandre, sur la potentielle baisse des taux. Qu'est-ce que vous attendez et quel scénario on peut aller chercher suivant ce qui va se passer demain? Et à plus long terme, bien sûr. Alors, je vais peut-être Voilà, laisser les alors gens répondre d'abord et c'est donner ça, mon avis ensuite. exactement. Je vais expliquer un petit peu la question. Donc, quelle serait la prochaine politique de taux de la Fed? Est-ce qu'on parle d'une baisse de 0,75 points de base, une baisse de 0,50 ou au contraire une baisse de 0,25 ou aucun changement? Finalement, avant que Alexandre nous donne son sentiment sur la situation, qu'est-ce que vous pensez justement en tant qu'investisseur? Vous avez juste à cliquer hein, pour donner votre réponse et pour le moment, avec un tiers de votants à peu près, eh bien 75% de personnes qui pensent que le taux ne va pas changer a priori. Et j'ai pas mis de hausse parce que je n'ai vu aucun analyste dans la liste des analystes certifiés par Bloomberg qui proposait une hausse de taux. On va partir du principe qu'on leur fait confiance. Voilà, là on est à peu près au pivot hein, avec 70% de votants et la plupart qui pensent qu'il n'y aura aucun changement. Alors, avant que je publie les résultats, qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Oui, alors, la question à la prochaine réunion, donc je dirais la prochaine réunion, normalement, je dis bien s'il n'y a pas de crack c'est déjà un crack de marché hein, en l'occurrence, mais si ça n'empire pas, si on n'est pas à 20% de plus de baisse d'ici la prochaine réunion, normalement la Fed ne pourra pas encore baisser les taux. C'est-à-dire qu'effectivement, je serais plutôt de l'avis du zéro changement. J'insiste bien, s'il n'y a pas un crack de marché beaucoup plus violent, s'il n'y a pas de stress interbancaire, ce genre de choses, normalement, il n'y a pas de changement. Les probabilités à ce stade, elles tournent plutôt autour d'une baisse éventuellement fin juin, donc fin du T2, voire début du T3. C'est ainsi plutôt les probabilités des traders actuellement via les futurs sur les Fed Funds. Donc normalement, c'est plutôt une baisse qui n'est pas pour tout de suite. Mais par contre, effectivement, si nous avons là, dans les jours qui viennent, crack de marché, stress interbancaire sur la liquidité, etc., il est même possible que, et si Trump après décide voilà, de commencer à négocier ou autre, et que la Fed veut rassurer, mais à partir du moment où Trump dira on commence à négocier, etc., on pourrait même avoir un 50 points de base d'un coup. Voilà. Tout dépend dans quelles conditions on arrive à la prochaine réunion. Si c'est la panique ou autre, il peut y avoir 50 points de base d'un coup de baisse de taux. Si Trump il négocie quand même un petit peu et que le marché on va dire baisse, mais calmement, sans panique ou autre, normalement, c'est pas de baisse avant normalement le mois de juin.
Donc c'est quand même complexe, hein. C'est une question qui est vraiment complexe parce que ça va dépendre vraiment de l'état de forme des marchés et de la façon dont Trump va piloter cette partie de négociation commerciale. Très aligné avec ton analyse. Je serais très étonné qu'il y ait une baisse qui soit faite demain. Ça reste quand même possible. Faut pas oublier que ça reste quelque chose de possible, mais en tout cas, c'est pas vraiment ce qui est prévu. Et les marchés restent quand même hauts, même si ça a baissé. On n'est pas sur quelque chose de complètement fou. Il y a du potentiel encore à la baisse. Moi, je suis très content parce que j'ai envie d'en acheter plus et je pense qu'à long terme, ça continuera de monter. Et en plus, ça pourrait amener ce stress qui sera amené sur les bancaires contribuerait à faire augmenter Bitcoin. Derrière, on a une baisse de taux et là, ça fait un double relais et on pourrait aller voir de nouveau plus haut. Autrement, s'il n'y a pas de changement, je pense qu'on continuera cette tendance légèrement baissière sur Bitcoin, tout simplement parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de nouvelles narratives. On s'ennuie un petit peu sur les cryptos. Vraiment, toute cette journée au centre de la blockchain à Paris, j'ai pas vu de choses qui m'ont beaucoup excité. Et le signal que j'entends le plus au cours de cette première journée, c'est tout le monde attend. Voilà, on attend pour lancer son token, on attend pour faire des recrutements, on attend pour dépenser de l'argent pour faire un peu plus. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a un tiers du salon en moins par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que, en gros, les stands qui ont été vendus, ils en ont vendu en moyenne un peu au jugé comme ça, je dirais à peu près un tiers. Est-ce qu'on a des questions ou je termine rapidement sur le calendrier économique Écoute, non, pas de questions, plutôt des commentaires. Un participant qui nous demande quel est votre commentaire sur les cryptos qui ont un conflit d'intérêts, manipulation de marché avec Trump. Voilà, donc ça c'est vraiment le commentaire tel qu'il est. Alors bon, Ouais. on Là-dessus, peut j'ai un avis, faire. Maëva, ouais, j'ai un petit avis rapide, hein, ça va faire trop long, mais effectivement, je pense que l'avis de beaucoup d'observateurs, c'est de considérer qu'effectivement, Gensler était perçu, donc l'ancien président de la SEC était perçu comme l'ennemi des cryptos, mais c'est vrai qu'il mettait des garde-fous très importants, et du coup, quand ça passait ces garde-fous, c'est que vraiment, il y avait des niveaux de sécurité et de validation qui étaient élevés, donc c'est une forme de garantie en quelque sorte que si ça passait la barrière réglementaire, c'est que c'était carré, et du coup, effectivement, là, l'impression qu'on peut avoir, que certains peuvent avoir, c'est qu'effectivement, la nouvelle administration est tellement pro-crypto, mais je dirais, pour moi, il y a deux choses. Elle est pro-crypto, mais avec aussi le côté un peu comment dire, limite escroquerie qui va avec, c'est-à-dire le même coin de Trump, etc. On sait que c'est un marché qui est beaucoup moins réglementé que les marchés actions ou autres, et sur lequel les émissions du jeton de Trump ou autres ont pu prêter ça pourrait être qualifié de délit d'initié dans la finance traditionnelle. Or là, c'est pas le cas parce que voilà, il n'y a pas le même niveau de réglementation ou autre. Et si effectivement Trump, son objectif premier, c'était de dire pendant la campagne, je suis pro-crypto, etc., pour ensuite balancer la même coin et s'enrichir rapidement dessus et en lésant une énorme partie de ceux qui ont investi dessus, ça effectivement c'est pas terrible. Par contre, donc ça c'est pour ça que je dis que Trump par rapport à ça, moi je suis moyennement satisfait de ça. Par contre, là où en revanche, je suis beaucoup plus confiant, c'est que on voit que la finance américaine, BlackRock, Citadel ou autres, eux sont très chauds pour la tokenisation des actifs. Et ça passera effectivement par un cadre réglementaire américain qui soit adapté. Et là, la SEC aura un rôle à jouer par rapport à cet établissement-là. Et là, en revanche, c'est beaucoup plus sérieux. C'est pour des activités financières là qui seront sérieuses. C'est pas pour l'émission de meme coin ou de shitcoin. Donc là, effectivement, il y a deux aspects, hein. Le Trump un peu vendeur de tout ce qui passe, etc., et qui cherche la bonne affaire rapide à peu de frais. Et puis ensuite, il y a le vrai usage crypto, le vrai usage tokenisation qui viendra dans le second temps, et là qui concernera les acteurs financiers américains avec la SEC qui chapeautera tout ça. Et ça, j'y crois donc beaucoup plus. Voilà. Peut-être pour vous donner un cas très pratique, à chaque fois que Trump va faire des annonces pro crypto, voyez ça vraiment comme un effet d'annonce. Ça va augmenter et ça va rebaisser par la suite, il n'y aura aucun changement. Et on avait fait un webinaire justement sur toute son administration qui était pro crypto. Peut-être aller suivre sur Twitter cette administration qui du coup va faire des annonces qui auront beaucoup plus de pérennité dans le temps. Donc on continue rapidement notre calendrier économique. Prix à la production, on va préférer du coup que ça aille plutôt vers la hausse parce qu'on remarque quand même une corrélation en ce moment entre prix à la production qui augmente
et les PMI qui augmentent. Donc ça c'est pareil pour tous les pays, hein, que ce soit Japon, États-Unis ou Union européenne. On va préférer, en tout cas pour les cryptos, avoir des chiffres un petit peu plus importants ici, parce que ça va améliorer les PMI, et du coup les PMI vont améliorer le Nasdaq, et ainsi de suite, ça va suivre globalement les marchés. Inflation en Chine, eux, leur problème, c'est qu'ils ont un problème de déflation en ce moment. Je pense pas que ça a beaucoup d'impact parce que la Chine reste quand même un petit peu loin du marché crypto, mais que à long terme, avoir à nouveau un impact si la Chine se relance dans le mining, ce qui est l'un des scénarios qu'on avait évoqué avec Maëva dans un précédent webinaire. Ça, en gros, c'est à chaque fois, tous ces discours, si ça parle d'auto, ça va nous intéresser. Sinon, moyen. Inflation, vous voyez, 2,6 avec le corps qui va être à 3. Et la dernière fois, qui était à 3,1. Ça, vraiment, aux États-Unis, on va vouloir une inflation un petit peu plus basse parce que les salaires ne suivent pas, malheureusement. Et donc, du coup, une inflation qui se stabiliserait vers les 2,2, ce serait l'idéal pour les États-Unis. Et donc, pareil pour l'économie et donc pour notre Bitcoin. De même, bénéficier régulier de l'allocation chômage, comme ça va impacter les marchés américains, on va avoir aussi, pareil, une corrélation positive sur les marchés crypto. Ça va globalement suivre. Ça nous intéresse pas trop. À nouveau, l'inflation, je viens de vous l'expliquer, ça va être la même chose. Production manufacturière, pareil, ça va booster les PMI. Aujourd'hui, ça reste quand même de moins en moins important et impactant sur les PMI manufacturiers. En revanche, sur le PMI de service, là, on va avoir quelque chose où ça va suivre sur les cryptos. Sur le manufacturier, c'est tellement loin et de toute façon, ils sont tellement mauvais en Union européenne, en tout cas pour les grands pays. Les pays de la zone Est, c'est un petit peu mieux, qu'on va avoir un impact qui va être très, très limité. PIB, c'est pas aujourd'hui un très gros driver, en tout cas sur la zone euro. Ça va l'être aux États-Unis, notamment parce que là où les PIB étaient des statistiques assez fiables, où les prévisions à chaque fois matchaient avec ce qui est publié, aujourd'hui avec la guerre commerciale de Trump, ça va être un chiffre qui va être beaucoup plus regardé, mais qu'il faut prendre avec un peu de recul parce qu'ils vont être sans cesse révisés. Il y a énormément de volatilité sur les prévisions et même sur l'actuel, parce qu'à chaque fois, l'actuel qui va être publié est un chiffre provisoire. Donc, il ne faut pas le prendre au comptant et essayer de le prendre avec un petit peu de recul. Inflation, on en a déjà parlé. Production industrielle, pareil, je vous ai dit, pas beaucoup d'impact. Prix à la production, pareil, ça va être dans cette idée d'inflation. Donc là, c'est un petit peu en dents de scie, où si on a des prix à la production qui augmentent un petit peu, c'est positif parce que ça aura tendance à faire monter les PMI. En revanche, s'ils sont trop importants, si c'est rattrapé par l'inflation, ça va pas être bon. Donc pareil, légère augmentation positive. Si on reste autour de la prévision, c'est bien. Par contre, si on baisse vraiment, attention, peut-être que les PMI vont manger dans 15 à 30 jours. En général, c'est ça le petit lag qu'on a là-dessus. Benjamin, je me demande, Oui. de façon globale sur le calendrier économique, le fait que l'impact finalement soit noté faible ou important ou moyen, c'est finalement par rapport aux commentaires que tu as fait depuis le début, plutôt une bonne indication, puisque généralement ce qui est noté comme important, notamment pour les États-Unis, sont les éléments qui ont quand même généralement de l'impact sur le Bitcoin, pour résumer. Oui, et surtout, je pense que cette classification marche pour les traders à court terme. Ça va vous montrer le potentiel de volatilité qu'on peut avoir suite à cette news. Peut-être dans les statistiques qui étaient moins regardées. Moi, quand j'ai commencé les marchés, c'était en 2011, personne parlait d'inflation, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus regardé. Pour un exemple beaucoup plus court, il y a un an, les PIB, on regardait ça vraiment de loin. C'était pas un driver sur les marchés. Là où aujourd'hui, c'est une question essentielle, puisque c'est très dur à prévoir, puisqu'on entre dans une économie qui est bien plus fermée, où les analystes n'ont pas l'habitude de faire les calculs. Et c'est en se trompant
qu'on arrive à faire de bonnes analyses. Donc, globalement, c'est assez vrai, vraiment. Je dirais cette fiabilité d'environ 80%. Et après, comme disait Alexandre avec les corrélations, il faut savoir regarder dans le marché ce qui va être étudié. Et aujourd'hui, les PIB sont des statistiques très étudiées, là où il y a un an, franchement, je vais pas dire que ça avait zéro impact, mais on s'en foutait, quoi. Parfait. Il fallait Bah, que ça sorte écoutez, vraiment du range. merci beaucoup tous les deux pour ces commentaires. On n'a plus de questions. Est-ce que vous avez deux, trois points sur lesquels vous voulez insister avant que nous terminions? Non, je remercie donc tous les participants pour ce webinaire. Donc, je crois qu'il sera en replay. Maëva, j'avais des questions tout à l'heure sur X. On me demandait si c'était disponible en replay. Donc, je pense que ça le sera. Et puis donc, voilà, je vous donne rendez-vous avec plaisir, hein, demain matin. Alors, demain matin, peut-être pas parce qu'il y a beaucoup d'interventions médias en ce moment avec l'actualité autour des États-Unis. Mais quand on peut, donc, hein, tous les jours à 11 heures, on se retrouve pour des points marchés où on parle de la crypto régulièrement. Et puis sur X également, on voit pas mal d'infos, vous voyez à droite, là où je poste pas mal d'éléments en temps réel, justement actuellement sur la question commerciale, qui vraiment c'est le game changer pour les marchés, hein. Je pense même pour les cryptos, ce sera un game changer à partir du moment où ça va commencer à se détendre sur les questions commerciales. C'est là que ça va commencer à bouger un peu, donc sur les marchés, dans le bon sens. Donc voilà pour les petits rappels. Et puis bonne soirée à tous. Merci de votre participation et Merci bonne soirée beaucoup. Maëva et Benjamin. Et Benjamin, est-ce que tu veux afficher juste ta slide avec tes réseaux? Comme ça peut permettre aux personnes de te retrouver éventuellement. Effectivement, comme le disait Alexandre, ce sera disponible en replay dès demain sur notre chaîne YouTube et sur IG Academy. Donc vous pourrez en profiter. Et puis on aura rendez-vous dès c'est le 22 mai, hein, si je me trompe pas, Benjamin, notre prochaine session. Le 20 ou le 22, je me souviens plus, mais on est dans ce ordre d'idée. Voilà, alors attendez, hop, on va vous donner C'est la le 20. date, hein, comme ça vous pouvez. Voilà, le 20 pour un prochain rendez-vous. Donc on parlera encore une fois tech, crypto. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des thèmes sur ces secteurs, un petit peu ces grandes thématiques, s'il y a un peu des sous-sujets que vous souhaitez que nous traitions, n'hésitez pas à nous proposer vos idées. Vous pouvez soit contacter Benjamin sur ses réseaux ou me faire un email maeva.chazal@ig.com et on sera ravis d'aborder les thèmes qui vous plaisent. Hop, je vous le partage rapidement comme ça parce que je peux pas ouvrir la présentation. Voilà, n'hésitez pas, si vous posez vos questions, vraiment, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème que ce soit. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, pareil, @benjamin_v ou sur LinkedIn, à votre convenance. Peut-être un dernier mot, puisqu'il y avait une question sur la guerre en Ukraine, la guerre en Russie. Si la guerre s'arrête, je pense qu'on aura une petite baisse, peut-être 10 à 15% sur les cryptos, puisque il faut reconnaître aujourd'hui les cryptos, là où elles sont très très peu utilisées pour de l'illégal, on va dire pour du grand banditisme, tout ce qui va être euh, trafic, ça va très peu être utilisé parce que c'est traqué. En revanche, là où il y a une grosse activité illégale sur les cryptos, c'est sur tous les pays qui ont des sanctions économiques et qui passent par Bitcoin notamment pour y échapper. C'est notamment le cas du Venezuela et de la Russie qui sont les deux pays les plus actifs. On pourrait mettre la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, c'est difficile d'avoir des chiffres. Donc si on a une détente au niveau de la guerre, attention, sur Bitcoin, on peut avoir des petits trous d'air parce qu'ils vont vendre leur crypto parce qu'ils en auront tout simplement plus besoin. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces précisions. Merci à toutes et à tous pour votre participation et vos questions. Et puis, on se retrouve très rapidement. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Voilà.